Bonjour. Il y a encore des personnes qui se connectent. On va dire bonjour et bonsoir aussi pour les gens qui nous rejoignent sur un autre fuseau horaire. Merci Barbara. Bonjour et bonsoir, effectivement, en fonction de où vous êtes dans le monde aujourd'hui. Je crois que c'est un événement assez international. Très bien. Alors, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Très On bien. peut peut-être demander aux gens qui se sont déjà connectés de nous dire brièvement en chat d'où ils nous rejoignent. Très bien. Donc, si vous voulez nous dire dans le chat d'où vous venez, d'où vous vous connectez, n'hésitez pas. Donc, moi, je peux écrire Boston. Boston. Ah, Lyon. Ah, Bordeaux, Bourges. Ah, New York. Oh, wow. Texas, Raleigh, North Carolina. Watertown, ok. Massachusetts, Arlington. Brest. Ah, New Hampshire. Ouh. Donc, c'est effectivement un événement, je pense, très international aujourd'hui. On a beaucoup de France, des États-Unis, bien sûr. Très bien. Je laisse la parole à Barbara, qui est la directrice du centre. Bonsoir à tous, donc bonjour et bonsoir à tous. C'est un très très grand plaisir de voir une très bonne assemblée pour un événement sur Zoom. Maintenant tout le monde y est habitué. Je voulais absolument remercier tous nos invités, les participants de cet événement, et Maud va vous les présenter un par un. Mais ils nous rejoignent pour pas mal d'entre eux depuis la France, donc il est très très tard pour eux. J'espère qu'ils ont pris un petit expresso pour continuer ce bel événement avec nous aux confins de la science et de l'art. Merci Barbara. Donc je vais vous présenter et que je remercie chaleureusement nos invités de cette fin d'après-midi ce soir. Donc je vais vous demander de dire bonjour pour que les personnes puissent voir qui est qui sur Zoom. Donc il y a Virgile Novarina qui est le réalisateur du film. Bonjour Virgile. Bonjour à tous et bienvenue en orbite alors pour cette soirée. Merci. Il y a Eduardo Katz qui est l'artiste qui est à l'origine de l'œuvre spatiale. Bonjour Eduardo. Bonjour, salut et bienvenue. Merci. Il y a Terry Virts qui est un ancien astronaute de la NASA. Bonjour Terry Virts. Bonjour à tous, je suis ici à Houston. Grâce à Dieu, l'Oregon nous a manqué, mais c'était vraiment juste quelques kilomètres à l'est. Nous avons aussi Joris Brossard qui est responsable de la communication et de la promotion du film, qui est à l'origine aussi de cet événement. Bonjour Joris. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Joris Brossard. Je suis chargé de communication pour le film Télescope intérieur, une œuvre spatiale d'Eduardo Katz. Ce film a été produit par l'Observatoire de l'espace du CNES et réalisé par Virgile Novarina. Je voudrais remercier chaleureusement le French Cultural Center de nous accueillir aujourd'hui pour cette discussion en ligne. Bonne soirée en orbite. Merci Joris. Et nous avons aussi Jérémy Saget qui est un médecin spécialisé dans la médecine aérospatiale. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Je vous salue bien depuis Bordeaux et je suis ravi de faire ce petit arc d'orbite avec vous tous. Merci beaucoup. Alors, je vais donc maintenant passer la parole à Virgile Novarina qui va nous en dire un peu plus sur la réalisation et le tournage du film. Virgile. Alors le tournage a eu plusieurs parties qui étaient très différentes les unes des autres. Il y a eu 6 tournages en fait. Le premier c'était à Cologne au centre d'entraînement des astronautes au moment où Thomas Pesquet s'entraînait pour préparer sa mission. Et ce premier tournage était assez court parce que ça devait s'inscrire dans son programme très chargé. Donc c'était un programme d'1 heure qui était en fait la deuxième rencontre entre l'astronaute et l'artiste Eduardo Katz. Et donc il s'était vu une première fois au Bourget. Et là, c'était une deuxième rencontre vraiment pour s'exercer, bien découper la forme, la faire et définir aussi comment elle allait être filmée. Les autres tournages étaient un peu plus classiques. Donc, il y a à Chicago, dans l'atelier d'Eduardo Katz, un entretien. À Paris, la retransmission en direct du décollage de la fusée qui a eu lieu à la Géode. Il y a eu des images de Baïkonour, bien entendu, l'endroit où Thomas Pesquet a décollé avec ses collègues. Et un entretien à Bâle
avec un universitaire qui s'appelle Hugues Marchal, qui est spécialiste de la poésie scientifique. Et donc, c'est lui qui intervient à la fin du film pour analyser un petit peu l'œuvre et son titre également. Et enfin, la dernière partie du tournage qui est la plus atypique, c'est Thomas Pesquet qui l'a réalisé tout seul, avec une liste d'indications qu'il avait pour se filmer, et qui nous a envoyé les rushs alors qu'il était encore dans l'espace. Donc, de son côté, Eduardo Katz a travaillé ses rushs pour faire une vidéo qui est montrée en boucle dans des expositions qui durent 12 minutes. Et de mon côté, sans qu'on se concerte, j'ai travaillé ces rushs pour faire la dernière séquence du film. Très bien, merci beaucoup. Petite question, quel était votre ressenti général sur le tournage du film? Et est-ce que le décollage en direct à la géode n'était pas un moment assez particulier? L'ambiance dans le film se fait ressentir comme très émouvante. Oui, en fait, ce qui était très particulier, c'est que pendant tous les tournages, sauf celui dans l'ISS, on était en fait dans l'attente de la réalisation de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne savait pas encore à quel moment il allait le faire, comment ça allait se passer. Il y avait comme ça, on était nous-mêmes dans un état comme ça d'attente et que j'ai voulu transmettre aux spectateurs. C'est-à-dire que dès la première scène à Cologne, Thomas Pesquet dit voilà, ton œuvre, on la verra là, etc. Donc le spectateur aussi est invité à imaginer l'œuvre avant de la voir et de la découvrir vraiment à la fin. Donc, c'est un tournage qui s'est fait comme ça un peu au fur et à mesure de l'avancée du projet, avec aussi cette constante des tunnels que j'ai voulu filmer à tous les endroits où on a été et qui forment comme ça une sorte de fil conducteur dans le montage. Et pour votre question sur le moment de la géode, effectivement, c'était un moment très important. Et là, d'une part, Eduardo était très ému de voir le décollage de la fusée, qui était un événement qu'il attendait depuis longtemps. Ce qui est très particulier par rapport à avant, c'est que Thomas Pesquet, dans sa valise, qui était d'ailleurs limitée à 1,5 kg pour 6 mois, eh bien, il n'apportait rien pour faire l'œuvre, puisqu'il devait travailler uniquement avec ce qui était à bord de la station. Et les images qu'on a reçues de Baïkonour au moment du décollage lui-même de la fusée ont été une très belle surprise pour moi, puisque en fait, il y a une caméra fixe qui montre le décollage de la fusée. Et au bout d'un moment, la fusée n'est plus là, c'est tellement éclairé que l'image est totalement blanche. Et après, la couleur revient. Et comme c'est à Baïkonour qu'il y avait de la neige et que les réacteurs envoyaient une lumière plutôt orange, tout d'un coup, on a l'impression d'être dans un film de Tarkovsky, comme dans Stalker, par exemple. Et donc, j'ai eu la belle surprise, comme ça, de voir ces images de décollage assez impressionnantes. Et ensuite, la caméra qui suit, bien sûr, le Soyouz. Donc ça, c'est les deux plans les plus longs du film, juste avant les tunnels, qui sont aussi des plans assez longs. D'accord, merci beaucoup. Très intéressant, la valise de 1,5 kg. Waouh, on apprend beaucoup. Merci beaucoup, Virgile. Je me tourne maintenant vers Eduardo Katz, qui va nous présenter son œuvre et la réalisation dans l'espace. Eduardo, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette œuvre spatiale? Bon, je l'ai conçu, comme Thomas a bien saisi, exprès pour l'apesanteur, c'est-à-dire une œuvre qui, effectivement, ne marche pas sur Terre. Elle ne porte pas sa forme, elle ne se comporte pas comme prévu sur Terre. Et un aspect peut-être important à retenir, c'est que, comme je l'ai conçu, elle n'a pas ni haut ni bas, ni gauche ni droite, ni face ni dos, c'est-à-dire ces paramètres qui informent toute notre références sur Terre sont absentes dans des conditions 0G de l'apesanteur. Et donc, comme je travaille dans deux domaines en parallèle, l'art contemporain et aussi la poésie, en particulier la poésie expérimentale, pour Télescope intérieur, j'ai mis les deux casquettes, c'est-à-dire à partir d'un point de vue, parce que évidemment, le spectateur, le lecteur de l'œuvre, quelqu'un qui est aussi dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans l'apesanteur. Donc, au moment qu'on flotte,
et on regarde l'œuvre à partir d'un point de vue, on voit 3 lettres qui forment les mots « moi » en 3 dimensions. Mais à partir d'un autre point de vue, parce que l'œuvre tourne et nous aussi on flotte, à partir d'un autre point de vue, on voit une figure humaine avec le cordon ombilical coupé. Et surtout au moment qui l'œuvre se trouve avec la Terre au fond, on comprend bien que c'est notre planète mère, là, on coupe le cordon ombilical et voilà, finalement, on a une sensation de liberté qui n'est pas seulement notre liberté par rapport à la Terre, mais aussi c'est une nouvelle dimension esthétique, c'est la liberté de la poésie, la liberté de l'art contemporain dans de nouvelles conditions, c'est-à-dire de la pesanteur. Et comment vous est venu à l'idée de réaliser une œuvre dans l'espace? En réalité, c'est un rêve que j'ai eu depuis les années 80, parce que, en tant que jeune poète, jeune artiste, une des questions que je me posais à l'époque, c'était justement, à partir du fait que toute l'histoire de l'art, de Caverne jusqu'à une œuvre faite ce matin, toute l'histoire de l'art a subi l'impact, l'effet justement de la gravité. Quel art, quelle poésie on pourrait développer, inventer à partir du moment que cette force n'est pas nous imposer. Et donc, à partir de, on va dire, 85, j'ai commencé effectivement à trouver un moyen de réaliser ces œuvres. Tout ça en rapport aussi avec les œuvres de la poésie holographique que je développe depuis 83, c'est-à-dire, dans ces cas, écrire avec la lumière dans l'espace et dans le temps. Et donc, à partir de 85, je me posais la question, est-ce que je peux aller plus loin? Et j'ai cherché depuis 85 l'opportunité, les moyens justement de réaliser cette vision. Et après 10 ans de travail en tant qu'artiste en résidence auprès de l'Observatoire de l'espace dirigé par Gérard Azoulay au CNES. Je dois dire aussi que travailler avec Gérard Azoulay et l'Agence spatiale européenne, le CNES et Thomas Pesquet, c'était vraiment une belle aventure et c'était vraiment un processus extraordinaire. Super, merci beaucoup Eduardo. Je me tourne maintenant vers Terry Virts. Terry Virts, ancien astronaute américain de la NASA. Est-ce que le visionnage du film vous a rappelé des bons souvenirs? Oui, surtout les vues dans le cupola. Le cupola, c'est l'endroit où il y a des fenêtres. Il y a vraiment, c'est un super vue. Non, c'est ma vue favorite sur la Terre ou pas sur la Terre. C'était moi qui l'ai installé il y a 10 ans sur mon mission, mon première mission STS-130. Et quand je suis retourné en espace, je l'ai adoré. Je suis certain que Thomas aussi, probablement qu'il a dit qu'il aime le cupola. Le vue avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais quand il tourne, tu vois le zero G, because it's floating. Aussi, tu vois le vent qui souffle, parce que ça bouge avec le vent dans le cupola. Et aussi, il y a le soleil qui est juste là-bas. C'est pas là-bas, mais c'est on the horizon, à l'horizon. À l'horizon. Et les couleurs, ça change. Il y a des réflexions. C'était vraiment joli. Et moi, pour ma part aussi, quand j'ai volé, j'ai fait partie d'un film de IMAX. J'ai réalisé un film qui vient en octobre, donc j'aime beaucoup le film et j'apprécie vraiment l'œuvre ici, Intertelescope. C'était vraiment joli et ça m'a revenu en espace sur le ISS. J'avais une question parce que vous êtes un vétéran des voyages dans l'espace. Vous n'êtes pas novice du tout. Et je suis toujours curieuse, et c'est sans doute une curiosité même qui date de mon enfance, dans tous les films que j'ai vus, que ce soit des documentaires ou des films de fiction sur les voyages dans l'espace. Oui. Quelle sensation ressentez-vous lors de l'accélération
pour décoller depuis la Terre avant d'arriver en orbite. Ça se compare à quoi? Zero G en orbite, ça se compare à tomber. Oui. Tu peux sauter les piscines, comment ça s'appelle ça quand tu sautes et bla? Oui. Le Tu plongeoir. as une seconde diving board. Oui, Oui, le plongeoir. Oui, voilà. Tu as une seconde. Dans un avion, tu peux faire ISA. Les Russes, les Américains, ils ont des grands avions de ligne et le pilote pousse et tu as 20 secondes de zero G. Mais quand tu arrives en espace, j'avais 7 mois de zero G. Donc, c'est vraiment une force on ne peut pas capturer ça dans le film. Les vues de la Terre et tout ça, on voit, mais la sensation de zero G, ça ne compare pas. Pendant le décollage et l'atterrissage, le décollage, c'est environ 3 G, peut-être 4. Pendant l'atterrissage, c'est aussi dans le Soyuz 3 ou 4 G. Ce n'est pas horrible. J'ai été pilote de chasse F-16. Aussi, j'ai volé sur Mirage 2000 et beaucoup de Mirage. Mais ça, c'est 9 G. Mais c'est juste pendant quelques secondes. Dans une fusée, ça dure 8 minutes plus. Donc, c'est pas le G, c'est le temps de G, si ça makes sense. Oui. La durée. Oui, c'est la durée pendant laquelle vous subissez toutes ces sensations. Terry Virts, je ne retrouve pas le mot en français, mais vous êtes vraiment le Renaissance man. Vous vous réinventez dans votre carrière tout le temps. Je suis sûre que la participation aussi et le film Inner Telescope a vraiment animé en vous cet amour pour le cinéma, pour la caméra. Mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est, et je sais qu'on est accompagné ce soir par d'autres membres d'Alliance française comme la nôtre, où avez-vous appris le français et pourquoi? Quand j'étais au lycée, j'ai pris le français. C'était la seule langue que je pouvais étudier et je l'ai adoré. I fell in love with French in 7th grade. And so, à l'université, j'ai étudié les mathématiques, mais aussi le français. Donc, je suis vraiment bizarre. Je suis un left brain and right brain à la fois. Le cerveau droit et le cerveau gauche en français, oui? Oui, tout à fait. Oui. J'aime la technique, mais j'adore les arts. Voilà mon 3e livre. Je viens de le lire. Ça vient le mois en septembre. It's coming out en septembre. So, the technical stuff is interesting, mais si personne ne sait ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, c'était le film qui appartient l'espace à tout le monde. Donc, je voulais écrire et faire des films. Et le film comme ça, Inner Telescope, c'est vraiment... il y a beaucoup de documentaires techniques. Et ils sont intéressants, mais it's not about the feeling. I don't know how you say that. And this movie is more about the feeling and the emotion and the art of space, which I like that a lot. Super, merci. Est-ce que, Terry Virts, vous avez parfois la nostalgie de ces moments passés dans l'espace? Rarement. De temps en temps, quand je vois... J'ai le film ici dans l'autre écran. Maintenant, c'est dans le cupola. Et il y a un petit peu de nostalgie, mais la Terre, c'est bonne. Je suis content d'être sur la Terre. J'ai été en France quelques fois par an avec ma jeune fille. Elle étudie le français aussi à l'université maintenant. La bouffe est meilleure ici sur la Terre. Donc, il y a de bons dans l'espace, mais il y a aussi des bons ici sur la Terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Terry Virts. On reviendra après avec plein de questions. En attendant, je vais passer, donc je me tourne maintenant vers Jérémy Saget, qui a travaillé avec Thomas Pesquet. Et Jérémy, vous êtes médecin pour la médecine aérospatiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment se passe la préparation des astronautes avant leur voyage et quelles sont vos recherches? Oui, j'ai la chance de travailler avec Thomas parce que Thomas Pesquet, en effet, quand il n'est pas assigné à une mission, c'est le pilote de justement cet avion de ligne dont parlait Terry Virts.
On en a un énorme du côté de Bordeaux qui est le plus gros laboratoire volant, qui fait des vols de recherche en apesanteur depuis très longtemps, qui entraîne aussi les astronautes à se familiariser avec la sensation d'apesanteur qui est difficile à décrire, qu'on a tous vécu une fraction de seconde sur un plongeoir, en effet, où c'est de la chute libre, hein, l'apesanteur, ou dans un manège, un petit haut le cœur sur un dos d'âne. Et là, ça dure 23 secondes dans un avion et on fait plusieurs paraboles. Et donc, les astronautes, quand ils sont recrutés, ils ont 2 ans d'entraînement de base. Ce sont des candidats astronautes où ils apprennent tout ce qui techniquement est impliqué dans un vol spatial. Ils apprennent aussi des langues, par exemple, le russe et l'américain, les grands partenaires internationaux et les langues officielles qui sont parlées dans l'ISS. Sachant que si on part en Soyouz, il faut parler russe. Si on part avec la navette et aujourd'hui la capsule Dragon, l'américain suffit. Voilà, mais tous les astronautes ont appris l'américain et le russe. Donc, il y a à la fois du technique, du scientifique, il y a aussi des langues. Mais c'est vrai que c'est très important aussi d'avoir parmi les astronautes cerveau gauche et cerveau droit, cette créativité dont Terry Virts parlait et dont on retrouve de grands artistes parmi les astronautes. Il y avait Alan Bean d'Apollo 12, par exemple, ou Story Musgrave, ou Terry Virts, qui a pris beaucoup de photos, autant même plus peut-être que Thomas Pesquet, qui était aussi très versé dans la photographie depuis la Cupola. Et ensuite, quand ils sont assignés à une mission, mais ça peut durer longtemps, Eduardo en parlait, ça peut être 4 ans au minimum, mais quelquefois on reste plus d'une dizaine d'années à attendre son vol spatial. Et donc, quand on assigne une mission en orbite basse terrestre, c'est 2 ans de préparation spécifique de la mission, où là, en fait, l'astronaute est principalement un opérateur des chercheurs et des équipes de recherche au sol. Il va donc, ou des artistes comme Eduardo, il va opérer ce que lui demande le chercheur ou l'artiste. C'est l'œil, la main, les oreilles du chercheur et donc maintenant aussi, c'est très important des artistes. Et donc, voilà, il y a un entraînement et là, il voyage beaucoup puisqu'il faut se former aussi sur tous les différents modules des partenaires de la station spatiale. Donc, ils vont au Japon, aux États-Unis, en Europe, en Russie, notamment pour les astronautes, et puis il y a aussi d'autres astronautes d'autres pays. D'un point de vue recherche, il y a beaucoup de retombées très, très terrestres. Moi, je suis plus un opérationnel qu'un chercheur ou un académique, mais dans notre avion 0G, en tout cas, beaucoup de recherches avec des applications très concrètes qui sont faites. Et c'est très intéressant, du point de vue recherche aussi, de s'amender de la gravité et du gravitotropisme qui nous paraît normal et la norme, mais quand on va dans un avion 0G ou encore mieux sur une apesanteur prolongée en orbite, on prend conscience qu'en fait, la sensation de poids, c'est très variable. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on est placé. Très bien, merci beaucoup Jérémy pour ces explications. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Nous avons reçu beaucoup de questions donc, sur le site Slido. Donc, la première question qui a obtenu, donc n'hésitez pas, je vais vous renvoyer le lien. Vous pouvez poser vos questions soit sur ce site Slido, soit directement dans le chat. Et si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas, je vais vous autoriser à vous unmuter. Alors, il y a une première question qui a eu beaucoup de succès, qui s'adresse donc Terry Virts ou Jérémy Saget. Donc, on va commencer par Terry Virts du coup. Terry Virts, en tant que scientifique, qu'avez-vous pensé de ce rapprochement entre l'espace et l'art? Non, pour moi, c'était vraiment l'aspect le plus intéressant de ce film. Parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup des films techniques. Mais pour moi, ce ne sont pas super intéressants. Moi, je préfère l'art, les idées, le feeling, le sens de l'espace. Et ça, c'est plus rare, mais c'est plus intéressant. Donc, ça c'est ce que j'ai aimé le plus dans le film. Merci. Jérémy Saget, je vous pose la même question puisqu'elle s'adresse à vous deux. Oui, merci. En fait, c'est amusant parce que finalement, l'exploration spatiale, ça a commencé avec l'art, c'est-à-dire l'inspiration, l'imagination. Le premier voyage spatial, c'est celui de l'imagination qui est accessible à tout le monde. La première expérience spatiale, c'est de lever les yeux au ciel. Donc, dans cette partie très humaine qui est la nôtre, est là depuis toujours. Et puis, techniquement, scientifiquement, l'ingéniosité humaine a permis,
il y a très peu de temps finalement dans l'histoire de l'humanité à l'homme de voler. Et en fait, on était très centré sur la technique au départ et puis la science. Mais pourquoi l'Observatoire de l'espace au CNES existe? C'est justement parce qu'on comprend à quel point la rencontre entre deux mondes, deux façons de connaître le monde et de dire les vérités du monde sont tout aussi complémentaires et importantes, qui est l'art sous toutes ses formes et puis la science aussi, et puis c'est complémentaire. C'est important que ce soit aussi retrouvé au sein même des astronautes, à la fois pour la capacité d'expression, puis aussi pour les enjeux de l'exploration spatiale future. Donc ça, c'est la boucle est bouclée, l'orbite est bouclée, parce que pour ce qui est des missions très très lointaines, qui seront à la fois extraordinaires au quotidien, mais d'un ennui incroyable, il faut être la meilleure contre-mesure contre l'ennui, c'est la créativité, c'est l'expression de l'artiste. Donc en fait, on a évidemment, l'art est omniprésent dans l'histoire humaine et l'est bien sûr dans cette grande aventure spatiale. Il y est depuis le début et même avant que l'astronautique démarre grâce à la science et la technique, et on s'aperçoit à quel point, à nouveau aujourd'hui, elle est importante. Et donc, c'est ce qui est très, très bien retranscrit dans cette réalisation de Virgile et autour de l'œuvre d'Edoardo Katz. Et puis, il faut réinventer aussi avec une approche, la diversité aussi. La diversité des approches et des modes de pensée est très, très importante. Et donc d'être capable de réinventer ou de penser. Aujourd'hui, on a des artistes de l'espace qui ont toute leur place, on a des juristes spatiaux, on a des designers de l'espace qui réinventent aussi la façon d'habiter en 3 dimensions un volume, parce que ici, dans notre norme terrestre, on fonctionne plutôt la plupart du temps en 2D, donc on essaye des fois de s'extraire un peu de ça quand on pilote, mais là, il faut exploiter tout le volume, il faut donc réinventer aussi l'habitat. Donc, il y a de la place pour les architectes spatiaux, il y a de la place évidemment pour les images, pour la réalisation. On n'a pas encore eu de film entièrement tourné en impesanteur, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc c'est assez passionnant, et bien sûr que ce retour de l'homme artiste est extrêmement important dans le voyage spatial. Merci beaucoup. Alors, nous avons Rome qui souhaite poser une question à Terry Wirtz. Rome, vous pouvez vous unmuter et je vous laisse poser votre question. En fait, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à la station spatiale, comment il pourrait nous la décrire en 2 mots et quelles sensations il a eu quand la première fois il est allé là-bas. Voilà. J'ai besoin de beaucoup de mots pour décrire les sensations. Merci, Rom. La vue de la Terre, c'est vraiment incroyable. Toute ma vie, j'avais envie de devenir astronaute. J'ai lu tous les bouquins, j'ai vu tous les images. J'étais un astronaute pendant 10 ans, donc Eduardo, je comprends l'attente. Ça, je comprends. Il faut attendre longtemps pour voler en espace. Et la première vue de la Terre, j'ai décollé à minuit, on survolait le nord Atlantique, et voilà, c'était le coucher du soleil, et c'était tout bleu. Et le bleu, c'était un bleu que je n'avais jamais vu, et ça m'a vraiment étonné. Je ne pensais pas que j'allais voir une couleur nouvelle, mais dans mon cerveau, c'était vraiment un bleu plus intense, plus bleu que jamais. Et ça m'a étonné. Et honnêtement, de ce moment, pendant les premiers 7 mois, c'était constamment 99% du temps, c'était le travail. Le travail pas intéressant, just daily work, mechanical work, le travail mécanique, rien d'intéressant. Et de temps en temps, c'était une couleur nouvelle, je voyais la création, le vue de Dieu, et puis je dois retourner pour brancher les je sais pas. Donc, en anglais, c'était juxtaposition of sublime and mundane was my experience, my feeling in space.
Merci beaucoup Rome pour la question, merci beaucoup Terry Virts pour la réponse. Nous avons aussi des questions donc, pour Eduardo. Eduardo, une question qui est, comme expliqué dans le film, l'œuvre n'a ni de haut ni de bas. Cependant, la prenant en photo, ne lui donne-t-on pas un sens? Donc, c'est une question qui est à poser en amont du film. Concernant les films, je laisserai la parole à Virgile parce que c'est son film. Mais du côté, je dirais, de la création de l'œuvre, mon but était idéalement que le participant, le spectateur, le lecteur soit elle-même, lui-même, dans l'espace. C'est-à-dire, une œuvre, d'une certaine façon, n'importe quelle œuvre, l'œuvre, elle conçoit son observateur. Si on met une œuvre par terre, par exemple, on conçoit quelqu'un qui soit capable de se pencher sur l'œuvre. Si on met l'œuvre dans l'eau, on conçoit un spectateur qui soit capable de nager, de plonger pour voir l'œuvre au fond de la mer. C'est-à-dire, une œuvre, sa matérialité, ses conditions d'exhibition, cette œuvre, elle conçoit déjà les spectateurs et ses conditions. Et donc là, j'ai conçu l'œuvre, évidemment, d'une certaine façon, pour le présent, mais aussi pour l'avenir. C'est-à-dire, l'œuvre, elle conçoit un observateur, un spectateur, qui soit plus présent, c'est-à-dire présent plus fréquemment dans l'espace, dans des conditions de l'apaisanteur, et qui soit donc capable d'expérimenter l'œuvre dans toutes ces conditions. Terry a mentionné par exemple les vents, et ça c'est important parce que j'ai conçu l'œuvre justement pour naviguer les courants d'air de la Station spatiale internationale et les faire, faire une espèce de danse chaotique, dynamique, selon le mouvement invisible et incontrôlable de tous ces ventilateurs, parce qu'on sait bien qu'évidemment, il a l'oxygène à l'intérieur de l'ISS. Sans l'oxygène, il ne pourrait pas avoir des astronautes. Et donc, tous ces mouvements chaotiques de vent, à cause de ventilateurs, ça a produit une espèce de dynamique particulière. Et l'œuvre, elle permet aussi, d'une certaine façon, de visualiser tous ces mouvements invisibles et saisir la beauté de ces chaos et permettre l'œuvre de danser selon ces conditions très particulières de l'ISS. Donc l'œuvre, elle est vraiment conçue dans tous ses aspects pour cet environnement et idéalement, le spectateur aura aussi l'opportunité de s'y trouver pour expérimenter l'œuvre. Évidemment, maintenant, 2020, août, ce n'est pas possible, mais je suis convaincu que l'être humain sera présent dans l'espace, dans les stations, peut-être pas celui-ci, mais bien sûr les prochaines, plus fréquemment. Et là, il y aura toujours l'art, il y aura toujours la poésie. Merci. Alors, une question peut-être pour Virgile ou pour vous, Eduardo. Une personne disait « J'étais très émue en regardant le film, bravo à toute l'équipe. Est-ce que l'œuvre a été redescendue sur Terre à la fin de la mission de Thomas Pesquet ?» Donc, peut-être Eduardo ou Virgile, je ne sais pas. Je laisse la parole à Virgile. Alors oui, c'est une question intéressante et importante qui a été évoquée d'abord justement pendant le tournage à Cologne. Eduardo et Thomas Pesquet ont réfléchi à différentes possibilités. Donc par exemple, ils ont envisagé à un moment donné de laisser partir l'œuvre dans l'espace. Mais bon, c'est pas si simple de faire quelque chose comme ça. Il y a tout un protocole, il y a des conditions et donc ça a été vite écarté. Mais on avait imaginé comme ça qu'elle pourrait partir. Une autre possibilité était de la laisser dans la bibliothèque de la Station spatiale internationale, qui bien entendu n'est pas des rayons avec des livres posés dessus, mais qui ressemble plutôt à un sac de sport avec une grande fermeture éclair. Et quand on ouvre la fermeture éclair, il y a les livres comme ça qui s'envolent. Et donc, il a été envisagé que les deux feuilles soient séparées, glissées dans un livre,
pour qu'un autre astronaute puisse activer l'œuvre plus tard. Il a été aussi évoqué la possibilité de la redescendre sur Terre, pourquoi pas la mettre dans un musée. Mais finalement, ces différentes solutions, aucune n'était pleinement satisfaisante. Parce que par exemple, la redescendre sur Terre, alors qu'elle prend son sens en apesanteur, bon, c'est vrai que c'était un petit peu discutable. Et donc finalement, ce que Thomas a décidé, c'est que ce qui était important finalement, c'est que chaque personne en apesanteur peut refabriquer l'œuvre en suivant le protocole avec 2 feuilles de papier et une paire de ciseaux. Et que c'est ce côté universel que tout le monde, avec ces matériaux si simples, à partir du moment où il est en apesanteur, peut réaliser l'œuvre et flotter avec elle et interagir avec elle. Et donc, il n'a pas souhaité conserver cette matérialisation précise qu'il a faite pour le film. Merci beaucoup. Eduardo, une question qui a été posée. Avez-vous déjà d'autres projets artistiques dans l'espace? Bon, la réponse courte, c'est oui. Ah, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, et voilà, non, le souci, c'est que franchement, je ne me sens pas vraiment très à l'aise de parler des œuvres qui n'existent pas encore. Si une œuvre elle est réalisée, vous ne pouvez pas m'arrêter d'en parler parce que je serais tellement enthousiasmé, j'aurais l'envie de partager avec tout le monde. Mais une œuvre qui n'existe pas encore, ça reste que des mots et ça donne l'impression qu'on parle de concept. Et pour moi, l'œuvre est toujours quelque chose vraiment matériel, physique, qui est là, qui on a l'opportunité de sentir, de voir, de toucher, d'avoir l'expérience esthétique en vrai. Et justement, j'hésite toujours de parler des œuvres que je n'ai pas encore faites, donc les excuses. Pas de problème. On retiendra le oui. Une question pour Jérémy Saget. Vous qui passez beaucoup de temps en apesanteur, est-ce que cette sensation vous manque parfois quand vous êtes au sol? Alors, elle me manque énormément, mais enfin, il faut dire que j'ai passé, même si j'ai fait quelques paraboles, j'ai passé 1h30 ou un peu plus en apesanteur. Donc, quand on voit les 7 mois de Thérévire, par exemple, c'est évidemment pas assez, mais c'est une sensation très agréable, très inédite, quand elle dure comme ça, même 23 secondes et qu'elle se répète. Et finalement, on retombe tous en enfance. Mon premier vol, on était tous des adultes très, très sérieux dans l'avion et c'était la cour de récréation très vite. Et puis, tout est inédit, c'est-à-dire que l'œuvre d'Eduardo, on parle beaucoup de l'absence de haut et de bas, mais quand on lorsqu'on le ressent, quand on l'incarne, quand on l'expérimente avec son corps, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que disaient Eduardo et Terry Wirtz. Finalement, d'abord, l'espace, l'expérience spatiale, elle réveille finalement les poètes ou les artistes qu'il y a en nous. Et quand Anders, sur Apollo 8, a fait cette orbite autour de la Lune, il le dit très très bien comme un poète. Il dit voilà, on était parti explorer la Lune et puis le plus important c'est qu'on a découvert la Terre parce que finalement depuis l'espace, la planète la plus visible et la plus incroyable qui donne une expérience esthétique très particulière et une prise de conscience, c'est bien la Terre. Et d'ailleurs, on les connaît tous, hein, les photos depuis l'orbite ou depuis la Lune ou ce lever de terre, mais de le ressentir avec ses yeux, de le voir avec ses yeux, c'est encore très, très différent. Donc, il faut vivre ce qu'est l'apesanteur. C'est très difficile à décrire en mots, mais c'est une sensation extrêmement agréable, très enthousiasmante, qui dessine des sourires et on n'a qu'une envie, c'est de revoler à nouveau et de le revivre. Et la seule chose qui manque, finalement, c'est l'expérience spatiale complète, c'est-à-dire qu'à la fois l'apesanteur, mais qui dure, et puis la rotondité de la Terre, le noir en plein jour, et puis après on habitue ses yeux en effet. Donc ça c'est une expérience à vivre qui doit être incroyable et qui provoque et qui réveille, je pense, aussi les poètes qu'il y a en chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Terry Wirtz, du coup, je rebondis sur ce que dit Jérémy Saget. Est-ce que cette sensation d'impesanteur vous manque également? Et une question qui a été posée, du coup, est-ce que vous avez été surpris quand vous êtes revenu sur Terre de voir à quel point la gravité était importante dans nos vies quotidiennes?
So, la sensation que je manque le plus, je crois, c'est le floating, le zero G. Ça prend quelques semaines devenir vraiment bon. L'entraînement prend quelques semaines. C'est comme ça. Tu améliores et enfin, tu es vraiment un spaceman, oui. Et aussi, on bouge avec les bras, pas avec les jambes. On peut tenir des choses avec les jambes, mais on bouge avec les bras. Donc, c'est un procès vraiment intéressant d'apprendre how to float. En français, je ne sais pas float, mais Flotter. Oui, flotter, c'est flotter, flotter ok. ou voler, oui. Ouais. Mais sur la Terre, j'ai adapté vraiment rapidement, super rapidement, mais je me suis senti très lourd, tout pesait beaucoup et aussi vraiment dizzy. Comment dire dizzy? Ah, un peu nauséeux? Non, non, like, oh, c'était comme une bouteille, peut-être deux bouteilles. D'accord. Côte de France, Un peu oui. ivre. Et un peu, oui, c'était vraiment, je pouvais marcher, je pouvais faire tous, mais je voulais quelqu'un à côté de moi, juste en cas que je me suis tombé. Grâce à Dieu, je n'ai pas tombé, mais la sensation, c'était comme ça. Donc, Lord et ivre, les deux sensations. D'accord. Une question pour Virgile. Sur le film et l'œuvre, l'œuvre étant par essence inaccessible, elle semble indissociable du film pour le public. Comment avez-vous vécu cela en tant que réalisateur? Est-ce que ça amène effectivement des difficultés, je suppose? C'est une spécificité de Télescope intérieur d'être une œuvre inaccessible, c'est vrai. Et en fait, quand Thomas Pesquet a accepté de réaliser l'œuvre, en même temps, pour Eduardo Katz et pour l'Observatoire de l'espace du CNES, s'est posé une sorte de problème finalement. C'est comment la partager avec les autres sur la Terre, puisqu'il y aura une seule personne qui va la voir, c'est Thomas Pesquet, point. Pour l'instant. Et donc, ils se sont dit, il va y avoir des photos, c'est déjà bien, il va y avoir une vidéo, puisqu'il va pouvoir filmer l'œuvre, mais on risque de ne pas comprendre les différentes significations de l'œuvre, l'intention d'Eduardo Katz, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, ce serait bien qu'il y ait un film, finalement, qui retrace l'aventure. Et donc, l'enjeu, c'était à la fois de ne pas dévoiler trop l'œuvre, quand même, et de créer une sorte d'attente tout en donnant les informations nécessaires pour l'apprécier pleinement. Et donc ça, c'était difficile dans l'écriture du film. Et ce qui m'a aidé finalement, c'est de le concevoir un peu comme une rêverie dans les couloirs du métro parisien, puisque justement les tunnels rythment le film et que quand on est dans un état de rêverie, on est à la fois dans un abandon et on peut avoir des sortes de visions d'une très grande précision. Et donc c'est en pensant à cet état que j'ai conçu le film comme ça, qui est lui-même un peu comme un tunnel, c'est-à-dire qu'un tunnel, finalement, c'est une sorte de chemin qui mène vers quelque chose. Ben, le film aussi est une sorte de chemin qui mène vers la réalisation de l'œuvre. Merci. Question pour Eduardo. Pensez à un projet pour l'apesanteur sur Terre. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler? Je pense que la langue ou le langage écrit, elle est gravitropique dans le sens que c'est moins évident, mais je considère qu'il a eu toujours un effet, un impact de la gravité sur le langage. Et si on regarde par exemple le français ou l'anglais, on écrit de gauche à droite et ça tombe. Si on regarde l'hébreu, l'arabe, on écrit de droite à gauche, mais ça va vers le bas. Et les systèmes idéographiques comme les japonais et les chinois, ils sont des systèmes verticaux, ça commence en haut, mais ça va vers le bas aussi. C'est-à-dire que notre partage social des mots, des systèmes d'écriture, est gravitropique. Il subit l'action de la gravité, il imite l'action de la gravité.
Et donc, si on pouvait écrire autrement, sans l'imposition de la gravité, c'est un rêve que j'ai commencé à travailler en 83 avec la poésie holographique. Et donc, les poèmes holographiques, ils flottent déjà, vous voyez. Les lettres, les mots, ils flottent dans l'air, parfois devant, parfois derrière la plaque. Et les mots et les lettres, elles changent selon les points de vue. C'est une façon d'écrire complètement différente. Évidemment, sur Terre, il y a toujours la gravité. Mais du point de vue de spectateur, du point de vue du lecteur, du fait que j'écris avec des photons, c'est-à-dire des particules de lumière, ça me permet de faire avec les lettres et les mots qu'ils flottent dans l'air. Et donc, il y a tout un travail derrière le télescope intérieur, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment le tester. On pourrait, à l'intérieur d'un vol parabolique, par exemple, on pouvait, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai fait des petits tests pour me donner un sens, mais l'œuvre, elle n'a jamais vraiment existé avant sa réalisation en orbite dans l'espace par Thomas. D'accord, merci. Et une autre question, du coup, pour faire suivre, est-ce que le fait d'avoir créé la première œuvre dans l'espace amène un sentiment de fierté? Vous êtes le premier artiste à avoir créé cette œuvre dans l'espace. Oh, c'est pas cette fierté, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais ce que m'engage, m'intéresse, me motive et que je trouve culturellement important, c'est le fait que cette œuvre, elle est la première œuvre qui est faite dans l'espace. Le fait qu'elle soit réalisée, produite, fabriquée, faite physiquement dans l'espace, je trouve important parce que les non-spécialistes, enfin, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas, nous qui n'avons pas vraiment les conditions d'entraînement de 7 ans, de 10 ans, de 5 ans, qui ne seraient jamais des professionnels, nous avons envie d'aller dans l'espace et nous aurons l'opportunité progressivement d'aller des vols suborbitales, des autres. Il y aura plusieurs options pour nous, on va dire les mortels, d'aller dans l'espace. Et du moment que les non-professionnels, les non-spécialistes commencent à aller plus fréquemment dans l'espace, évidemment, regarder la Terre, ce sera magnifique toujours. On va toujours regarder la Terre de l'espace, on va dire, c'est extraordinaire. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Mais il y aura un moment qu'on va se poser la question, alors qu'est-ce qu'on va dîner ce soir? Ouais. Il y aura un moment qu'on va se poser la question, quel spectacle on va voir ce soir? Quelle poésie à lire maintenant? C'est-à-dire qu'il y aura une culture spatiale qui n'est pas une culture de la Terre apportée vers l'espace. Il y aura une culture qui va naître dans des conditions spatiales. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions comme Rome et qui veulent prendre la parole? Moi, Gloria. Oui, allez-y, Gloria. Ok. En fait, je me demande où est Thomas Pesquet, parce que ce monsieur-là, c'est un des stars du film. Donc, il n'est pas invité. Donc, je me demande les autres stars comme Eduardo Cac, il est là, et puis le réalisateur, il est là aussi. Donc, je me demande où il est et est-ce qu'il a refusé l'invitation ou... Moi, je viens de lui envoyer un email et je disais, Thomas, je suis un Zoom call pour ton film, mais il n'a pas encore répondu. Okay. Virgile, qu'il n'était pas disponible, c'est ça? Il n'était pas disponible. En fait, en ce moment, il est à Toulouse, je crois. Et donc, la date ne convenait pas. Sinon, je suis sûr que ce serait joint à nous. Oui. Peut-être pour un prochain événement? Oui, ce serait formidable. Oui, c'est chouette. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Ah oui, Rome. Allez-y. Bonsoir. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Bonjour. En fait, bonsoir.
J'avais une question pour Virgile Novarina. En fait, j'avais déjà écrit la question, mais je voulais lui redire en direct. Moi, ce qui m'a impressionné dans le film, c'est la fluidité des allers-retours entre la terre et le ciel. Et je voulais savoir comment il a réussi à travailler le montage du film pour qu'il y ait toujours cette fluidité entre la terre et le ciel. Alors, c'est vrai que le film est composé de plusieurs allers-retours et c'est pas simple de passer de l'un à l'autre, effectivement. Donc, ce qui a aidé, c'est d'une part la musique, qui est en fait une musique qui a été pas décidée à l'avance, mais qui est la musique de la géode. Parce que la géode, pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés la voir à Paris, elle a une musique originale qui a été composée par Louis Dandrel, qui s'appelle Clepsydre, et c'est un morceau qui dure 24 heures. Et ce morceau, quand on passe près de la géode, on entend un moment du morceau qui correspond donc à l'heure du jour. Et donc, cette musique qui était au départ accidentellement sur la bande-son, quand on voit Eduardo arriver à la géode, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de très méditatif, qui incitait aussi à la rêverie, et donc qui a aidé à faire ces allers-retours entre la Terre et l'espace, puisqu'on l'entend la première fois quand il y a la géode, et après elle revient justement quand on voit par exemple l'amarrage. Et c'est pas une musique pure dans le sens où elle est mélangée au son de la rue, et je l'ai gardée telle qu'elle. Et j'ai demandé bien sûr au musicien Louis Dandrel s'il était d'accord que la musique soit utilisée dans le film, et il était ravi. Pour lui, c'était une excellente surprise que sa musique aille dans l'espace d'une certaine manière, indirectement à travers le film. Et d'autre part, les tunnels aussi ont aidé à faire comme ça une sorte de voyage indéterminé. On ne sait plus tellement si on est si on est dans un vaisseau spatial ou si on est dans le métro. Et c'est pour ça d'ailleurs que la dernière image après le générique superpose l'entrée dans la gare de Lyon sur la ligne 14 et la cupola depuis laquelle on voit la Terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rome. On n'a pas pu poser toutes les questions malheureusement. Merci beaucoup à tous d'avoir participé et d'avoir posé toutes ces questions. Avant de laisser la parole à Barbara, je voulais juste vous partager le lien. Donc, si le film vous a plu, sachez que vous pouvez, bien sûr, vous pouvez le commander. Déjà, le lien sera actif encore pour visionner le film jusqu'à demain soir. Donc, si vous voulez le voir ou le revoir, n'hésitez pas. C'est également le lien pour, si vous souhaitez acheter le DVD. Je vous partage également le lien de Terry Virts, qui a écrit son livre, qui a l'air vraiment très intéressant. How to Astronaut, avec mon magnifique accent anglais. C'est mieux que mon français. Et félicitations à Eduardo et Virgile pour avoir fait un film super. Merci. Merci beaucoup à tous. Barbara, est-ce que tu veux... Oui, je vais quand même dire au revoir, remercier tout le monde. Je trouve que ce qu'on a ressenti sans doute de cet événement ce soir, c'est on ressent vraiment une camaraderie dans votre équipe après avoir fait partie de toute cette expérience ensemble. Et même si certains des invités n'étaient pas directement dans le film, mais tout le monde l'a vraiment apprécié. Tout le monde a eu une certaine compréhension, une appréciation pour l'effort et pour le but de ce film. Donc, on est impatient de voir la suite, de voir comment vous allez encore pouvoir collaborer ensemble, quels sont vos projets. Terry, merci et bonne chance pour la sortie de votre livre, le prochain, n'est-ce pas, The Art of the Space Travel, qui sortira à l'automne 2020, je pense que vous avez dit en octobre. Et votre film aussi, votre documentaire qui s'appelle One More Orbit. Virgile, il faudra que vous nous teniez au courant de vos prochains projets, ainsi que Eduardo. Jérémy, que tout se passe bien en apesanteur. Et merci à tout le monde pour votre participation. Merci d'être resté aussi longtemps avec nous depuis les autres fuseaux horaires. Et je rappelle à tout le monde que donc, ce genre d'événement culturel, même si nous avons fermé nos portes physiquement depuis la mi-mars,
nous sommes bien vivants et bien actifs et je vous réfère à notre site web. Nous resterons en ligne avec certains événements en présentiel au coup par coup. Mais les événements, donc il y a toujours une bonne assemblée telle que vous ce soir, donc merci beaucoup. On vous souhaite à tous une excellente soirée, excellente nuit pour ceux qui sont de France et on espère à très bientôt. Merci encore. Merci à tous, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et, ciao. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci.